Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Vous allez le voir dans une seconde. Le temps d'effacer les images, voilà. Succès total pour Ariane. Les bras cryogéniques se sont correctement écartés. La mise à feu s'est produite, le décollage s'est produit. Nous décollons. Vous voyez les débris de la housse de protection thermique du 2e étage. Take off, take off. Succès total donc pour Ariane. Les ingénieurs du Centre national d'études spatiales ont eu le cadeau de Noël auquel ils ne croyaient plus. Après un nouvel arrêt dans le compte à rebours à 2 minutes du lancement, c'est à 18h14 heure de Paris qu'Ariane a décollé majestueusement. Le point de Kourou tout de suite en Guyane avec notre envoyé spécial Michel Enfrol. Eh bien, Jean-Claude Bourret, c'est une sensation assez étrange. Je suis maintenant absolument tout seul dans cette immense salle de contrôle du centre spatial de Kourou. Il y a 2 minutes, le dernier à sortir a été Yves Sillard, le directeur général du CNES. Tout le monde maintenant a pris la direction du bâtiment d'assemblage où dans quelques instants va commencer la grande fête de la fusée Ariane. Mais tout d'abord, des nouvelles de cette petite Ariane qui en ce moment est en train de voler vers son apogée. Elle passe à la minute où je vous parle à la verticale de Madagascar. Elle atteindra son apogée dans un peu moins de 3 heures au-dessus de l'Indonésie et fera donc le tour de la Terre avant de repasser au bout de 10 heures au-dessus du centre spatial. Atmosphère de joie, d'allégresse absolument indescriptible. Cela fait 10 jours que les techniciens ici attendaient après 2 reports. Et c'est avec évidemment beaucoup d'inquiétude et d'angoisse que l'on a suivi la mise à feu. Surtout lorsque ces lumières rouges se sont allumées après la mise à feu. On avait oublié de prévenir les invités et le public, seuls les techniciens étaient au courant qu'au moment où les bras se détachaient de la fusée Ariane et où elle quittait son mât ombilical, eh bien l'allumage du signal rouge était un phénomène normal. On aurait dû nous le dire car à ce moment-là, je crois que beaucoup d'entre nous étaient prêts à succomber à une défaillance cardiaque. Mais finalement, cela n'était qu'une fausse alerte pour les non-initiés dont je faisais partie et au bout de quelques instants, on a pu se rendre compte que tout se passait de la façon la plus parfaite. Vol nominal, nous disait-on aussitôt, et on recevait à 18h40, heure de Paris, le diagnostic de satellisation de la fusée Ariane, les renseignements transmis par l'île de l'Ascension, le centre de la NASA, et puis par Pretoria, confirmaient que tout s'était bien passé pour un premier essai. C'était vraiment un essai de maître totalement transformé. Donc voilà où nous en sommes maintenant. Autour de moi, c'est le vide total. Tout le monde, après s'être embrassé, où j'ai vu tous ces techniciens et ces ingénieurs, vraiment les larmes aux yeux, en train de se féliciter les uns les autres, ont pris la direction avec toutes les troupes qui sont là rassemblées autour d'eux, de ce hall d'assemblage où dans quelques instants va commencer le plus joyeux des réveillons que le centre spatial aura jamais connu. Succès pour Ariane donc, succès pour l'Europe spatiale, succès pour les ingénieurs du Centre national d'études spatiales, mais ils ont eu des sueurs froides, Michel Chevalet. Oui, Jean-Claude, beaucoup de sueurs froides, et là je me trouve en ce moment en direct au Centre national d'études spatiales à Évry, où on sable le champagne, comme vous le voyez, en compagnie de M. Lesgard du Centre national d'études spatiales. Les bouchons sautent, ce qui signifie eh bien, que la mission d'Ariane est remplie, j'oserais dire, au-delà de tout espoir. Je vous donne les derniers renseignements techniques que j'ai pu recueillir auprès des spécialistes du CNES. L'orbite est de 202 km et de 35 900 km dans sa partie la plus haute. Autrement dit, cela signifie que Ariane a pleinement rempli la mission qui lui était confiée, c'est-à-dire qu'elle est maintenant capable de placer sur orbite, par exemple, un satellite de télécommunication. Donc, un succès complet qui va au-delà, j'oserais dire, de tous les espoirs des spécialistes du CNES et de l'Agence spatiale européenne. Et je vous propose à ce sujet d'écouter ce que nous a déclaré le ministre de l'Industrie, M. André Giraud. Le président de la République avait souhaité assister lui-même à cette opération. Il est venu à 2 reprises. Il voulait en souligner l'importance. Et je crois qu'en effet, derrière cet essai, il y a le symbole de l'Europe qui ne veut pas être absente de l'espace, qui souhaite acquérir son indépendance, de façon à ce que ces satellites aient la possibilité d'être présents là-haut, là où se passeront les communications mondiales, où se passera la transmission des données, où se passera également la télévision. Ce que nous avons vu sur les écrans, grâce aux techniciens de Kourou, c'est le symbole de l'Europe en construction et de ce qu'elle est capable de faire lorsqu'elle travaille unie.
Alors, puisque nous sommes devant la télévision de Noël, je voudrais également associer tous les Français à l'hommage que je rends à quelques centaines de techniciens français et européens qui sont là-bas, qui ne sont pas dans leur famille et qui viennent de nous donner ce merveilleux cadeau de Noël. Le président Valéry Giscard d'Estaing a suivi en direct sur TF1 à 18h14 cet après-midi le départ d'Ariane depuis sa propriété d'Auton où il passe ce soir Noël en famille. Le président de la République était évidemment en liaison téléphonique permanente avec le Centre national d'études spatiales. Et il a adressé tout à l'heure le message suivant à M. Hubert Curien, le président du CNES. Au moment du lancement réussi de la fusée Ariane, je vous exprime ainsi qu'à tout le personnel du CNES les chaleureuses félicitations. Le peuple français est fier de la prouesse technique réalisée par tous ceux qui ont travaillé dans les ateliers, les laboratoires et les bureaux pour préparer ce lancement. Ce succès est le résultat d'une coopération exemplaire entre la France, la République fédérale d'Allemagne, la Belgique et d'autres partenaires européens. Bravo et longue vie à Ariane qui fait un beau cadeau de Noël à la France, dit le président Giscard d'Estaing dans ce télégramme adressé à M. Curien, le président du Centre national d'études spatiales. Des bombes ont été trouvées dans plusieurs colis de Noël adressés aux 50 otages américains de Téhéran. C'est ce qu'a révélé ce soir le ministre iranien des Affaires étrangères. Pour M. Godzadeh, il s'agit d'une provocation de l'impérialisme et du sionisme afin de discréditer la révolution iranienne. Les 50 otages américains reçoivent en effet des centaines de colis, des dizaines de milliers de lettres venues des 4 coins du monde. Jusqu'à hier et depuis le 4 novembre, ils étaient séquestrés dans l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Mais depuis hier soir, les 500 étudiants islamiques qui les gardent sous la menace de leurs armes les ont transférés, semble-t-il, dans une prison au centre de la ville. Malgré tout, les otages américains s'apprêtent à fêter tant bien que mal la nuit de Noël. De Téhéran, l'envoyé spécial de TF1, Michel Bader. Les otages de la République islamique continuent à recevoir des milliers de lettres et de colis en provenance du monde entier. Mais pour cette veille de Noël, on ne sait absolument pas ce soir où ils se trouvent. Sont-ils à l'ambassade américaine? Ont-ils été transférés à la prison centrale? Personne ne le dit. Le mutisme des autorités, même s'il révèle un certain embarras, devient une règle d'or et contribue à cette entreprise d'intoxication contre l'Occident qui semble bien être la finalité de l'opération. Tout ce que le monde compte d'ecclésiastiques présumés favorables à la révolution islamique a été sollicité pour se bousculer à Téhéran. Ce soir, c'est Monseigneur Duval, cardinal archevêque d'Alger, qui est arrivé ici. Avant lui, ce furent des prêtres qui, à la demande même de l'imam, devaient non seulement se prévaloir d'une certaine couleur de peau, mais aussi d'une couleur politique. Pendant ce temps, les otages sont toujours ici, et toujours otages. À cette différence près qu'on ne sait plus très exactement de qui ils sont les otages et contre qui ou quoi ils pourraient être échangés. Leur captivité s'inscrivait encore hier dans un contexte de politique internationale avec comme ligne de force la lutte contre les États-Unis. Il n'est pas certain qu'aujourd'hui ils n'appartiennent pas au jeu subtil des différentes factions qui, dans la coulisse, cherchent des atouts pour la course aux élections présidentielles. S'ils sont encore à l'ambassade américaine, cela signifierait que les étudiants restent l'épée de la révolution. S'ils sont en prison, cela pourrait signifier qu'ils peuvent espérer un simulacre de jugement pour les uns, une libération pour les autres. De toute façon, il ne semble pas que la trêve de Noël, généralement observée, soit respectée ici aujourd'hui. Michel Bader, Téhéran, TF1. Les 3 parlementaires français qui ont rencontré hier l'ayatollah Khomeini sont rentrés à Paris en début d'après-midi. Ce voyage était dû à leur initiative personnelle, mais le ministère français des Affaires étrangères en avait été informé. Parmi ces parlementaires, M. Nicolas Abou, qui avait rencontré l'ayatollah Khomeini lors de son séjour près de Paris, à Nofles-le-Château. Le docteur Abou a expliqué à Jacqueline Dubois ce que pensait l'ayatollah Khomeini de l'affaire des otages et du conflit qui oppose l'Iran aux États-Unis. Il nous a dit très simplement sur la libération des otages, ceci. Nous n'en voulons pas aux otages. C'est clair, et je ne pense pas que l'imam devait prendre publiquement une position dans un entretien de ce type. Par contre, comme nous le pensons tous les 3, l'imam fera certainement, ou ne fera pas, mais laissera faire à d'autres, une déclaration précisant que des otages seront libérés comme les promesses nous ont été faites. Et nous avons l'intime conviction que s'il n'y a pas de déclaration prématurée
de mesures inopportunes prises, eh bien, nous ne parlerons plus des otages à l'ambassade des États-Unis à Téhéran d'ici peu. Au sein du Parti communiste français, le débat s'envenime. Jean Hellenstein, qui avait critiqué hier soir au Club de la Presse d'Europe 1 les comportements de la direction du Parti communiste, eh bien, Jean Hellenstein est pris à partie dans l'Humanité ce matin. L'Humanité répliquait en effet ce matin qu'Hellenstein était un homme isolé, développant une tentative désespérée. Et Jean Hellenstein réplique à la réponse de l'Humanité cet après-midi dans une lettre publiée dans Le Monde. Pour lui, les commentaires de l'Humanité de ce matin illustrent parfaitement les jugements qu'il a portés sur la direction du Parti communiste. Et il ajoute « Cet article est le type même d'un article stalinien mêlé de jésuitisme. La vérité, c'est que la direction du Parti communiste a peur de la discussion. » Fin de citation. Manifestation du personnel du magasin Mammouth à Béziers après l'assassinat de 3 employés avant-hier. Le personnel du grand magasin a défilé à 11 h dans Béziers. 270 personnes sont employées dans cette grande surface et dans un communiqué, elle déplore l'insuffisance de protection du magasin. Celui-ci dépend en effet d'un commissariat de quartier qui ne dispose que de 2 agents équipés de bicyclettes. Le commissaire divisionnaire Comiti du SRPJ de Montpellier a détaché à Béziers tout l'effectif de la section criminelle pour tenter de retrouver la trace du ou des meurtriers. 51 enfants cambodgiens sont arrivés à Paris en début d'après-midi et parmi eux 10 bébés. Tous souffrent de malnutrition. 55 autres enfants vont quitter Bangkok dans quelques heures, toujours pour Paris, qui accueillera au total 300 enfants à la suite d'une décision du gouvernement français. 15 ans de prison pour un officier des troupes de l'ONU stationné au Liban. Le colonel Gom du contingent nigérian a été reconnu coupable de transport d'armes et d'explosifs destinés à l'organisation palestinienne Fatah de Jérusalem. Ce soir, c'est la fête pour la majorité d'entre vous, mais il y a aussi ceux qui travaillent, tous ceux chargés d'assurer la sécurité, les médecins, les pompiers, les policiers, tous nos amis techniciens qui vont assurer dans les studios et dans les émetteurs la qualité technique de cette soirée exceptionnelle, et puis les marins qui passeront Noël au large. Un reportage de Stéphane Magnier sur le rail d'Ouessant. Ce matin-là, la météo prévoyait du mauvais temps. Le Maillet Brézé et ses 285 hommes d'équipage quittaient la rade de Brest, destination le rail d'Ouessant, une des régions les plus fréquentées et les moins hospitalières de l'Atlantique Nord. Communication, en raison du mauvais temps, les ponts sont consignés. Interdiction de circuler à l'extérieur sur les ponts et roufs. Les relèves de gare se font en intérieur. En hiver, de telles conditions météo ne sont pas rares et les missions de surveillance se transforment souvent en missions d'assistance aux bateaux en difficulté. En quelques heures, un petit cargo panaméen va couler, mais tous les hommes d'équipage seront récupérés sains et saufs par un autre bâtiment de la Marine nationale. Mais est-ce qu'une affaire comme la Mokokadis peut encore se reproduire? Je crois qu'on ne peut pas dire qu'elle ne se reproduira pas parce que en mer, on n'est jamais maître totalement des événements. Un pétrolier de 250 000 tonnes à prendre en remorque par des temps, même simplement comme vous avez vu hier, on ne peut pas être certain du succès. Cependant, on a pu constater le dernier week-end en particulier que tous les bateaux qui se sont trouvés en difficulté dans cette zone ont eu le temps soit d'être secourus, soit de réparer leurs avaries avant d'être à la côte. Ce qui démontre l'utilité d'avoir écarté le rail de Ouessant et d'autre part d'avoir mis en place des moyens de contrôle et des moyens d'intervention. Vous réduisez à 10 et vous manœuvrez à l'imitation en vous tenant sur le bâbord arrière. Je pense qu'il est conscient de l'infraction. Abri de l'artillerie, petit en contrôle, Scott. Reçu. Je vous demande si ce bâtiment est un récidiviste. À vous. Voilà, c'est ainsi que les hommes de l'escorteur passeront leur soirée du réveillon de Noël. Bien sûr, l'équipage marquera quand même le coup, comme nous l'a expliqué le commandant. Sur les 4000 marins embarqués sur les bâtiments d'escale de l'Atlantique,
Il y en a environ 1500 qui passeront les fêtes de Noël et du jour de l'an séparés de leur famille. Et la Jeanne d'Arc et le Forbin passeront Noël en mer. Nous souhaiterions bien sûr, nous préférerions bien sûr passer Noël en famille. Mais dès lors qu'il faut remplir une mission, nous remplirons cette mission et nous passerons Noël en mer. Et ce sera la messe de minuit et le dîner réveillon, l'occasion pour tous de se mélanger et de se manifester ainsi cette cohésion qui doit exister dans un équipage. En cette fin d'après-midi du 20 décembre, il n'y avait pas de guirlande dans les coursives. Le mauvais temps empêchait de préparer le réveillon à bord du Maillet-Brézé, le bateau qui ce soir sera à Ouessant, parce que tous les jours, il faut qu'il y en ait un. En cette soirée de Noël, le pape Jean-Paul II a chanté de Vieux Noël en polonais en compagnie d'un groupe de 300 pèlerins polonais qu'il a reçus en audience au Vatican. C'est une petite formation de jazz de 5 étudiants qui a porté le fond musical à cette fête familiale. Soyez comme les enfants, a dit Jean-Paul II, pour qui rien n'est extraordinaire en cette fête de Noël. C'est dans 3 heures environ que le Père Noël descendra dans les cheminées pour apporter des jouets aux enfants. Et en attendant son arrivée, voici André Théron qui, je l'espère, va se surpasser pour le tiercé de demain. N'en doutez pas, si je touche le tiercé demain, je m'achèterai un joli smoking comme le vôtre. Et bien demain, nous avons un très beau tiercé à Vincennes. Ils ne sont que 16 partants, mais il s'agit de chevaux de grande qualité. La distance est de 2250 mètres et nos 16 trotteurs partent tous au même échelon. Exceptionnellement, ce soir, nous avons remplacé les traditionnelles étoiles par des sapins de Noël. C'était tout indiqué dans la liste de nos préférés qui apparaît. La voici. Le 11 Iéna et le 16 Aracé, 3 sapins donc. Comme le petit bois est suffisamment pourvu, nous ajoutons quelques sapins pour le 12 Ekioko, 2 sapins, un sapin pour le 6 Ivan et un autre pour le 8 Yoki, également pour le 5 Igor Barbès et le 14 Idéal Perdu. Quelques outsiders pour corser le spectacle peut-être, le 7 Hortax, le 9 Ingoda, le 10 Apili, le 13 Iris de Vandel, le 3 Uteni et le 4 Achat. Enfin, pour pimenter le tiercé, 3 délaissés, le 15 à Jacques de Chenu, le 2 Idéal Kermorvan et le numéro 1 Émonette. Merci André Théron et joyeux Noël. Plusieurs centaines de sportifs français, l'autre caméra s'il vous plaît, merci. Plusieurs centaines de sportifs français passent ce soir le réveillon de Noël en Espagne à l'occasion du premier rallye d'hiver africain. Un rallye auto, moto, camion baptisé 5-5 pour 5 rallyes sur 5 continents. Un rallye parti hier de France pour le Niger avec en 23 jours retour vers la France via le désert de Libye. Un reportage de Jean-François Dunas. 8000 km, 160 engagés, des autos, des motos, des camions, 7 pays traversés pour le premier rallye échappement Transafrica 80, de Paris à Niamey et de Niamey à Paris via le désert du Ténéré. Grand favori pour la catégorie de roues motrices et pourquoi pas pour le classement général, Hachim Warbold sur une Citroën CX préparée par l'usine. Pour cette première étape spéciale disputée sur le terrain d'autocross de Vitrolles, Warbold réalisera le 6e temps. Dans la course, la catégorie camion verra une lutte à couteau tiré entre les 2 berliers de Renault Industrie et les 3 camions Iveco uniques, pilotés par 3 équipages féminins. Des engins peu rapides mais efficaces sur tous les terrains. Vainqueur de ce prologue, c'est la Yamaha XT500 de Lorrain qui d'ores et déjà annonce ses prétentions pour la victoire. Cette machine a tous les atouts pour vaincre, à condition bien sûr que le pilote évite les chutes. Chutes toujours possibles sur une aussi longue distance. Ouvert à tous les véhicules à propulsion au sol, le Rallye 5.5 présente un échantillonnage complet de tout ce qui roule à 2, 4 ou 6 roues motrices. Et quand on connaît les difficultés du terrain, de la tôle ondulée au sable mou, partir au volant d'un véhicule à 4 roues motrices est peut-être une solution beaucoup plus sécurisante pour le pilote. Rallye franco-italien, la véritable confrontation commencera à Niamey avec la jonction des concurrents français et des concurrents italiens venus d'Abidjan. Une lutte qui se déroulera sur un terrain très dur pour les mécaniques et pour les pilotes. 3500 km de désert où tout peut vraiment arriver. En ce soir de Noël, c'est la fête dans le monde entier, malgré les drames et les problèmes de notre planète. Chacun va oublier le temps d'un soir les difficultés du moment
Que l'on soit fortuné ou non, le menu du réveillon de ce soir sera amélioré. Et cela malgré la hausse des prix sur laquelle commerçants et consommateurs ne sont pas d'accord, comme en témoigne cette enquête de Robert Werner sur les préparatifs du réveillon. À moins que vous ne vous contentiez de ça pour votre réveillon, avec, il est vrai, un bon grand verre d'eau minérale, ou que vous alliez dîner là où l'on est presque comme chez soi, eh bien, tout cela vous tend les bras. Les étalages regorgent de tout, comme l'année dernière et les autres années. C'est merveilleux. On n'a plus qu'à payer. Mais pour vraiment savoir si ces bonnes choses sont plus ou moins chères et lesquelles précisément, ça, c'est une autre affaire. C'est encore moins cher que l'année dernière? C'est un peu moins cher que l'an dernier, oui. C'est vrai ça? Non, parce que moi je pensais pas en disant ça. Hein. C'est vrai? Si, c'est un peu moins cher dans les dindes. Oh, c'est un petit peu cher. C'est vrai, monsieur, que c'est moins cher l'année dernière? C'est plus cher. Tout est plus cher. Il est beaucoup moins cher que l'année dernière, le saumon. Oh, c'est à peu près le même prix, monsieur. Il n'y a pas beaucoup de changements. Légèrement plus cher. Légèrement. Pas beaucoup. Est-ce qu'il y a plus de clients que l'année dernière ou autant? C'est pareil. Ils prennent beaucoup d'œufs cette année, les clients? Oh, énormément. Ils sont pas chers. Les prix ont augmenté ici Non. En face? Non. Toujours au même prix. Oui, mais alors partout on me dit ça, et partout les gens disent le contraire. Chez nous, vous pouvez, ça fait 1 an qu'ils sont à ce prix-là. C'est encore un magasin béni du Père Noël ici. Voilà. Je suis sûr que quelque chose a quand même augmenté ici. Chez vous, non? Non. Les fromages, bien sûr, hein. Un peu, mais pas énormément. On va savoir si vraiment quelque chose, au moins quelque chose à Paris a augmenté, puisque tout est moins cher que l'année dernière. Les prix ont augmenté. Oui, tout a augmenté. Bon, qu'est-ce qu'il y a augmenté? Alors les commerçants disent que c'est pas vrai. Bah, il faut bien pousser les gens à la consommation, si on leur dit que c'est moins cher. C'est pas bien ça. Ça, c'est pas bien. Voilà. Merci. Bonne Noël. Merci, vous aussi. Est-ce qu'il y a plus de gens qui vous demandent du crédit? Du crédit? Oui. Ah non, on n'en fait pas de crédit. Et ceux qui voudraient passer un petit Noël mais qui peuvent pas, c'est des gens plus embêtants. Ben, c'est embêtant, oui, mais on y pense, Plus près de l'Étoile, un magasin de luxe où l'on fait également la queue. Il faut même son ticket. Là aussi, il y a des merveilles gélatineuses, sucrées, affriolantes. Les prix le sont aussi. Mais ils ne déroutent pas plus que ça. C'est pas très cher, 3000 francs. C'est pas très cher, 3000 francs le kilo de caviar. Apparemment, ça paraît abordable, n'est-ce pas? Ah bon? Pas pour moi, ça l'est, pour vous aussi, non? Apparemment, oui. Pour tout le monde ici. Ben oui, ça leur fait peut-être pas trop le coup de l'inflation actuellement. Ben non. Donc, et alors le kilo de foie gras, 680 francs, ça s'est donné, ça c'est pas cher. C'est donné, tout est relatif, n'est-ce pas? Ah bon, quand même, ouais. bon. Relatif, mais enfin, on peut dire que comparativement parlant, là aussi, c'est encore abordable. Vous avez un budget de combien pour ce soir, par exemple, pour votre repas de Noël? Oh, 100 francs, pas plus. Avec 100 francs, vous allez pouvoir manger Pour deux, quoi? à deux. Mais c'est pour le repas de demain. Ben, l'année dernière, j'étais invité aussi. Vous êtes toujours invité à Noël, vous, alors? Non, une fois sur 3. Ah bon? L'année prochaine, ce sera moi qui invite. Ah, vous en pleurez de joie, là. Non, de froid. Ah ouais. Pas de joie. Merci, monsieur. Merci. Bon Noël. Alors tout est moins cher et les clients, alors ça c'est drôle, ils s'aperçoivent pas que c'est moins cher. Ils s'aperçoivent pas que c'est moins cher. Il suffit que vous annonciez à la radio ou à la télé que la viande a augmenté ou la viande a diminué. Ils disent non. Ils disent votre viande a augmenté, votre viande a diminué. C'est vous qui les guidez. Mais quand même leur porte-monnaie, bon Dieu, s'en aperçoit, non? C'est à croire qu'il y en a qui ne s'en aperçoivent pas. Ah, c'est merveilleux. Mais cette année, il vous semble que ce n'est pas plus cher que l'année dernière. Un petit peu pour le foie gras, mais autrement, en se débrouillant, en cherchant, il faut chercher. En se cherchant, on peut très bien se débrouiller. Mais quoi que vous fassiez, n'ayez pas recours à elle. Pour les fêtes de Noël, Louis de Funès travaille, et oui, il tourne L'Avare, un film réalisé par Jean Giroux, film dont la sortie est prévue au printemps prochain. Et en guise de cadeau de Noël, voici en exclusivité pour TF1 un extrait d'une scène que Louis de Funès vient de tourner. C'est du grand de Funès. Et je vais vous l'accommoder à ma fantaisie. Il n'est pas question de cela. Et voilà monsieur à qui il faut parler d'autre chose. Ne vous épouvantez point. Je suis homme à ne vous point scandaliser et les choses iront dans la douceur. Monsieur, de votre souper? Il faut ici, mon cher ami, ne rien cacher à votre maître. Ma foi, monsieur, je montrerai tout ce que je sais faire et je vous traiterai du mieux qu'il me sera possible. Et ce n'est pas là l'affaire.
Si je ne vous fais pas aussi bonne chère que je voudrais, c'est la faute de monsieur le intendant qui m'a rogné les ailes avec les ciseaux de son économie. Bref, il s'agit d'autre chose que de souffler. Et je veux que tu me donnes des nouvelles de mon argent qu'on m'a pris. Alors, on vous a pris de l'argent? Oui, et je vais te pendre si tu ne me le rends. Je vais te pendre. Mon Dieu, ne me maltraitez point! Je vois à sa mine qu'il est honnête homme. Et que sans se faire mettre en prison, il vous découvrira ce que vous voulez savoir. Oui, mon ami. Si vous nous confessez la chose, il ne vous sera fait aucun mal. Et vous serez récompensé comme il faut par votre maître. On lui a pris aujourd'hui son argent. Et il n'est pas que vous ne sachiez quelques nouvelles de cette affaire. Voici justement ce qu'il me faut pour me venger de notre intendant. Depuis qu'il est entré séant, il est le favori. On n'écoute que ses conseils. Et j'ai aussi sur le cœur les coups de bâton de tantôt. Qu'est-ce que tu as? Laissez-le faire, il s'apprête à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il était honnête homme. Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses, je crois que c'est votre cher monsieur l'intendant qui a fait le coup. Valère? Oui. Lui qui me paraît si fidèle. Lui-même. Je crois que c'est lui qui vous a dérobé. Mais sur quoi le crois-tu? Sur quoi? Oui. Je le crois sur ce que je le crois. Mais il est nécessaire de dire les indices que vous avez. L'as-tu vu rôder autour du lieu où j'avais mis mon argent? Oui, vraiment. Où était-il votre argent? Dans le jardin? Justement, je l'ai vu rôder dans le jardin. Et dans quoi est-ce que cet argent était? Dans une cassette? Voilà l'affaire, je lui ai vu une cassette. Oh! Et la cassette, comment est-elle faite? Je vais regarder, c'est la mienne. Comment elle est faite? Oui. Elle est faite comme une cassette. Cela s'entend, mais dépeignez-la un peu pour voir. C'est une grande cassette. Non, celle qu'on m'a volée est petite. Eh oui, elle est petite, si on le veut prendre par là, mais je l'appelle grande pour ce qu'elle contient. Et de quelle couleur est-elle? De quelle couleur? Oui. Elle est de couleur... d'une certaine couleur. Ne sauriez-vous m'aider à dire? Non. N'est-elle pas rouge? Non, grise. Eh oui, gris-rouge, c'est ce que je voulais dire. Et enfin, c'est assurément. Écrivez, monsieur, écrivez sa disposition. Oh ciel, à qui désormais se fier? Il ne faut plus jurer de rien. Je crois après cela que je suis homme à me voler moi-même. Regardez ça. En cette nuit de Noël, il fait plutôt doux. La température la plus fraîche a été relevée cet après-midi à Rouen avec plus de degrés et la température la plus élevée à Cannes et Ajaccio avec plus 13 degrés. Demain mardi, il neigera des Ardennes aux Vosges, au Jura et au nord des Alpes. Sur le midi, temps couvert en légère amélioration. De la Bretagne au Pas-de-Calais, du soleil demain matin, mais à nouveau des nuages demain soir. Très joyeux Noël à tous et notamment à ceux et celles d'entre vous qui sont seuls ce soir. TF1 a préparé à votre intention un programme exceptionnel que vous détaillera dans un instant Fabienne Egal. Très joyeux Noël donc, bonsoir.